Bienvenue sur 365 Days to Win, le podcast pour tous ceux qui veulent se lancer rapidement et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Je m'appelle Grégory, j'ai 29 ans. Il n'y a pas très longtemps, je me suis lancé un défi complètement fou. 1 an pour passer du stade 0, c'est-à-dire à une idée que j'avais dans le coin de ma tête, au stade 1, c'est-à-dire à quelque chose de concret. Vous l'aurez compris, tout le monde m'attend. Mes amis, mes parents, mes profs, toutes les personnes qui me connaissent attendent pour savoir si je vais réussir ou échouer. Alors comme j'ai le trac, je vais à la rencontre de personnes inspirantes. Des personnes comme vous, comme moi, qui se sont lancées avec 0 et qui ont réussi à quelque chose d'incroyable. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et encore une fois, bienvenue sur 365 Days to Win. Dans ce premier épisode, nous partons à la rencontre des Muesli Boys. Nous allons rencontrer Bakeng, Dicom et Sylvain qui ont lancé la marque Dear Muesli et on va parler d'entrepreneuriat, de l'importance de se lancer très vite et de leur passage de 0 à 1. Nous allons aussi parler de levée de fonds et de tech food. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et j'attends tous vos retours par mail ou par commentaire. Ça me fait super plaisir et n'hésitez pas à noter ce podcast. C'est comme ça vraiment que ça m'envoie de la force. Merci à tous et bonne écoute. Merci les gars de nous recevoir. Ouais, on vous voit. Nickel. Merci de nous recevoir aujourd'hui. On est chez Station F. Et donc je suis avec Dicom et Bakeng, du Dear Muesli. Je vais vous présenter rapidement, comme ça au moins les gens pourront savoir exactement ce que vous faites. Donc vous avez créé, si je ne me trompe pas, vous me dites, créé Dear Muesli en 2014. 2015. 2015. Ouais. Okay. On travaillait dessus en 2014. On a commencé à travailler dessus en D'accord. 2014. D'accord. Ouais, Ok. En 2015, vous avez démarré avec 700 €. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Ouais. Et puis voilà, tous les trois vous avez commencé un peu à livrer vos produits, donc les muesli. Ça a commencé à prendre de l'ampleur. Vous avez fait un Kickstarter pour acheter le tripod. Ouais, Triporteur, ouais. Triporteur. Et là maintenant aujourd'hui, Dear Muesli, c'est 5 tonnes livrées chaque mois. C'est bien ça? Ouais. C'est ça? Ouais, quand même. Ok. C'est ça. Donc, pour moi, ça augmente même plutôt très bien même, d'ailleurs. Ouais. Ce que je voulais savoir les gars, c'est vraiment le passage de 0 à 1. C'est-à-dire le moment où vous avez eu l'idée donc en tête, d'accord? Et justement aujourd'hui où ça commence vraiment à prendre et que là, pour le coup, vous êtes partout, vous avez fait des trucs avec Instagram, enfin, là c'est quelque chose de gigantesque. Moi-même qui suis entrepreneur, je le vois et ça me donne grave envie. D'ailleurs, je suis grave content d'être ici. Du coup, je sais que vous avez, vous êtes passé par un incubateur, c'est ça? Au tout début? Au tout début, ouais. Pendant 2 semaines. C'était plus un startup week-end. C'était quoi? C'était Ça s'appelait Cantillon. Ok. Et c'était en fait, c'était un été. On avait c'était sur 3 semaines. On avait 3 week-ends du jeudi au dimanche. D'accord. Où on t'apprenait en fait les bases et en gros tu avais tes 4 jours pour apprendre le plus possible. C'était ça en fait. Donc c'est pas vraiment un incubateur, c'était plus un bootcamp après. Ouais, un petit bootcamp startup week-end comme ça qui t'apprenait un peu le b.a.-ba de comment monter ta startup avec le moins de thunes, tu vois. Okay. Mais là, ça a été le plus important parce que ça nous a appris 2 choses. La première chose, c'est la première fois qu'on a vendu notre produit. Ouais. On n'avait jamais vendu notre produit avant ça. Et ils nous ont appris à le vendre en 24 heures. Waouh. Ouais. Et la deuxième chose... Ça veut dire que littéralement, genre, en 24 heures, vous avez réussi à vendre le premier produit. Ouais. En fait, on a même vendu une boîte vide. Si je te raconte l'histoire, en gros, les mecs ont dit... vous devez vendre d'autres produits. D'accord. Et le produit, c'est là où on a appris aussi le produit minimum viable. Ça veut dire que c'est ton produit simplifié au maximum. D'accord. Que tu dois être capable de proposer et de vendre. Donc Okay. tu dois réussir à convaincre en fait avec ce produit-là. Ok. Et ça, c'est un concept qu'on connaissait pas du tout avant ça. D'accord. Et c'est cool parce que du coup, tu perds plus du temps à dire faut que ce soit parfait. Ok. En fait, t'as pas besoin d'être parfait, tu vois. D'accord. Tu dois commencer avec quelque chose et si tu arrives à convaincre avec cette chose-là, Ouais. tu es sur le bon chemin. Et ça valide en fait l'idée de se dire, ok, il y a un potentiel et on y va. D'accord. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Ok. Et nous, on était donc ce petit startup week-end, on va Ouais. dire. C'était à Epitech. Ok. Epitech, donc c'est une école et ils nous ont challengé, ils nous ont dit bon bah vous avez des gens autour de vous que vous connaissez pas, allez les revendre. Et ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a fait une boîte vide, Ouais. tu vois.
Et on est allé voir les étudiants, on leur disait, dans notre boîte, tu vois, là il y a des céréales, il y a, tu vois, voilà les recettes qu'on propose, etc., etc. Est-ce que ça te dirait d'acheter, tu vois? Et les gars ils disaient, ah ouais, vas-y, va acheter, tu vois. Et donc on dit, vas-y, bah file-moi l'argent, tu vois. Là on en a plus, mais on t'en ramène la semaine prochaine, tu vois. Et comme ça, en fait, on a récupéré les thunes, tu vois. Ah ouais, donc vraiment les gens vous donnent l'argent et ok. Et tu sais, nous, on nous avait pas dit qu'il fallait pas prendre de l'argent, tu vois. Donc on retourne en classe, tu vois, faut faire le bilan et on passe parmi les derniers. Donc tout le monde passe. Ouais, donc voilà, j'ai réussi à vendre mon produit, tout le monde applaudit. Ouais. Et donc du coup, beaucoup des applications et tout. En fait, il y avait personne qui avait des produits physiques comme ça. D'accord. Ouais. D'accord. Et tu sais, et j'ai l'impression, ouais, donc moi j'ai réussi à vendre mon truc, que ce soit un bon ou quelque chose, tu vois. Ok. Ouais, tout, trop bien et tout. Et après on demande, ouais, mais il est où l'argent? Tu vois? Et nous on se dit, ouais, bah je pensais que on s'est posé la question, on s'est dit, ouais, je pensais que tout le monde allait ramener de l'argent, tu vois. Et après, on les appelait déjà les Musty Boys et tout, tu vois. Vas-y, les Musty Boys, venez et tout, présentez votre truc. Donc on arrive et tout, on dit ouais, donc on est allé voir un tel, on leur a dit machin tout. Ok, alors du coup vous avez eu quoi? On sort l'argent. Tout le monde regarde, ouais. Après on dit ouais, on fait, vous avez intérêt à respecter vos trucs. Et donc après, je crois pendant une semaine, on s'est attelé à la tâche et on a ramené les recettes, on a créé un logo, enfin on avait le logo à peu près, on a créé différentes choses pour leur présenter, tu vois. Donc là en fait vous avez vraiment commencé par le produit, puis ensuite vous avez travaillé le logo, vous avez fait tout le travail qu'il y a derrière sur Instagram et tout ça. Vous avez déjà un Instagram avant? Sincèrement je me rappelle plus. En fait on avait... En fait moi c'est là que je rentre en scène en fait. Quand... dès qu'on est en mode ok on se lance sérieusement, la première chose à faire c'est créer ton Instagram, ton Facebook, prendre ton nom de domaine et machin, tu vois. C'est la première chose à faire. La première chose c'est dès que tu trouves un nom, tu dois le trouver, mettre sur Facebook, sur Instagram et tout. Après c'est pour l'avoir pour toi, moi t'es tranquille. Dès qu'on a trouvé le nom de Dear Musli, le jour même, enfin quand on a trouvé le truc, le jour même on a mis directement sur Instagram. Et en fait on avait déjà le nom avant de faire le Startup Weekend. D'accord. Déjà le nom et l'Instagram était déjà... On avait déjà posé dans Instagram, on postait des recettes de muesli comme ça, mais très très peu, tu vois. D'accord. Mais c'était très important pour nous de bétonner le truc, tu vois. C'est toujours ça, une fois que t'es sûr de ton nom que tu kiffes, tu le mets et c'est bon. Bien sûr, bien sûr. Et du coup après ce qui s'est passé c'est que vous avez fait une landing page? C'est ça? Après on a fait une landing page, ouais en fait il y avait un mec qui bossait avec nous chez Abercrombie qui était étudiant en développement de site. Parce que à côté de ça vous bossiez... Ouais, d'accord. Et en fait il y avait un pote qui nous proposait de faire notre landing page, tu vois. Mais c'est 2 pages, tu vois. Et au début c'était une page qui permettait aux gens qui nous suivaient sur Instagram de venir mettre leur email pour être prévenu en premier de la sortie de la recette, tu vois, par exemple. Et donc on avait plein d'emails et ensuite on a ouvert le truc pour les gens qui nous avaient filé leur email, et les gens en fait il y avait 2 pages. Il y avait la page d'accueil toute basique, la page produit après et la page pour payer sur PayPal. C'était 3 trucs, tu vois. Puis il y avait un seul bouton, c'était le bouton pour aller acheter. Ça t'emmène sur la page où on avait 3 recettes au début, ou même 2. Et bam, t'as ça, tu prends ça, et bam, tu te barres, tu vois. Ça, c'est le produit minimum viable en termes de site internet. Carrément, T'as pas besoin de faire un truc de ouf pour voir si les gens vont aller prendre ton produit, tu vois. Et vous avez... Donc ça a bien converti, j'imagine, parce que vous avez pas mal de mails. Après on est allé livrer. Mais livrer... En fait, on a décidé de livrer sur Paris Intramuros, parce que c'était le moins compliqué pour nous. On n'avait pas de caisse, on n'avait pas de... Parce qu'à cette époque-là, vous n'avez pas encore l'argent pour, en tout cas, pour envoyer par des prestataires. Grave, et en plus, on n'avait pas... on n'avait pas le volume, et en même temps, on découvrait en même temps, on apprenait sur le tard que il fallait avoir un compte à la poste pro pour pouvoir envoyer le truc pro. Et tu vois ce que je veux dire? Tout ça, en vrai... Ça coule de sens normalement, mais nous on n'y a même pas pensé. C'est au moment où il fallait faire ça qu'on s'est dit ah ouais, mais on va faire comment? Parce que nous c'est soit t'as rien, soit tu passes directement par le gros truc qui vient de chercher des trucs, tu vois. Mais entre deux, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire entre deux, tu vois? Et c'est ça le plus difficile, c'est de
d'anticiper le comment on fait pour envoyer. On sait quelles sont les meilleures méthodes. On n'a pas le volume pour faire ça. Bien sûr. Donc là, comment on fait? Et donc ce qu'on s'est dit, c'était qu'on allait limiter à Paris Intramuros et qu'on allait livrer nous-mêmes. Ok. Et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et donc à chaque fois, vous allez à la rencontre des gens pour, j'imagine, leur expliquer aussi, faire des mini-pitch. C'est ça, on allait évangéliser. Ah, c'est cool. C'est ça. Et genre, on allait... en fait, on avait des rendez-vous, des plages horaires pour les gens, et on y allait, et on livrait en personne, on discutait un petit peu avec les gens qui étaient... s'ils avaient du temps. Sinon, en tout cas, on avait beaucoup de trucs à livrer. Et ben, on livrait, après on se barrait et tout. Ça dépendait. Des fois, on filait ça à la gardienne pour qu'elle donne après. Ah ouais, carrément. C'était vraiment comme ça, Vraiment. On nous a pas mal invités aussi à venir boire un verre. Ah ouais, aussi. Ouais. Donc ça, c'était cool aussi parce que tu peux discuter avec tes clients. En retour direct, bien sûr. À ce moment-là aussi, on a eu une surprise, c'est que nous, au tout début sur Instagram, on montait pas nos visages. Donc tout le monde pensait qu'on était des filles. Ah ouais, bah oui, du coup, puisque... Comme c'est... Et du coup, quand on a commencé à livrer, les gens étaient assez surpris, tu vois, de nous voir, vous êtes des cas et tout, mais faudrait les mettre à l'avant. Parce que 80% à l'époque, je pense, de nos... peut-être 100% de nos clients étaient féminins à l'époque. D'accord. C'est passé à 40%. Enfin, c'est passé à 60%. Mais c'est passé à 60 quand vous vous êtes montré ou parce que pour d'autres raisons? Non, c'est juste qu'en fait ça a grossi. D'accord. C'est juste qu'il y a deux mondes. Il y a beaucoup de garçons aussi qui sont mis dessus et tout, donc ça fait 70% femmes et 30% hommes. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est quand même important, par exemple, lorsqu'on a Instagram, de se montrer. De pas juste, par exemple, montrer le produit, le proposer, mais vraiment montrer aussi les personnes qui créent le produit. Enfin voilà, essayer de humaniser le concept. Ouais, moi je pense que c'est important. En fait, c'est pas forcément applicable à tous les business. D'accord. Mais moi je pense que c'est important de montrer la vie derrière ta société. Instagram est parfait pour ça, c'est surtout pour les stories. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de boîtes font ça. Salut. Tu vas bien? Grégory, enchanté. Sylvain. Sylvain. Il y a troisième. Voilà. Et en fait, en fait, le mieux pour que les gens comprennent ce que tu fais et pourquoi tu le fais, c'est de le dire, mais surtout de le montrer au quotidien, tu vois. D'accord. Parce que tu peux donner un message sur ton site, machin, mais si ça ne correspond pas à ce que tu fais dans le quotidien, c'est un peu un message contradictoire, tu vois. D'accord. Comme si nous, on prenait une vie saine. Et que on se filmait aller au grec, filmer au grec, tu vois ce que je veux dire. C'est pas cohérent. On va pas se filmer au grec, même si on mange des grecs de temps en temps, tu vois, parce que comme tout le monde. Mais tu vas pas te filmer dans ta story aller au grec alors que tu vends du muesli, tu vois ce que je veux dire. Des trucs comme ça, et ça permet en fait de montrer le quotidien et surtout de dire qu'il y a du travail derrière, que c'est pas, tu sais, comme là on voit les trucs de Lactalis par exemple, tu vois. On voit que c'est une grosse corporation, on sait pas qui est derrière, il y a 10 000 personnes et tout. Et les gens ont besoin d'avoir un rapport humain, un peu au niveau de l'échelle. Il y a des gros groupes, c'est cette échelle-là, et il y a d'autres groupes qui sont à cette échelle-là avec le public, mais comme ils se montrent pas, on dirait qu'ils sont, super hauts. Comme si vous mettez une distance entre les... Exactement. Alors que, comme ils sont au début de leur boîte, des fois c'est bien de montrer que tu travailles très très dur pour arriver à faire un produit qui au début sera médiocre, mais tu travailles très dur pour avoir ça, donc au moins ça impose le respect parce que tu vas essayer d'évoluer, tu vois ce que je veux dire. C'est ça pour moi en tout cas. Ok. Et donc du coup, puisque vous êtes trois, tant mieux. Qui fait quoi de l'équipe du coup? Moi je suis logisticien. D'accord. Moi je fais marketing communication. Ok. Moi c'est produit et gestion finance. D'accord, ok. C'est-à-dire que c'est toi vraiment qui t'occupes de toutes les recettes pour dire Mosley, ou comment ça se passe? Ouais, au début c'était moi, maintenant, depuis qu'on a grandi l'équipe, on a Sabrina qui est chargée des R&D, qui travaille avec moi, et on a aussi Manon qui est chef de production. D'accord, ok. Donc on travaille tous ensemble pour créer des recettes. D'abord, en fait, on s'inspire, nous trois, maintenant que l'équipe a grandi, on est à peu près 8. Tout le monde s'inspire et on sort une recette, on travaille dessus, on est rigoureux et on a des méthodes pour faire ça maintenant. Parce qu'avant c'était juste par Maintenant qu'on structurise le truc, c'est mettre en place des process, etc. Pas de process, tout le monde a leur petite mix de nouvelles recettes, des échantillons que tout le monde doit goûter. Et ensuite on doit une note
qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. On fait un petit sondage et voilà. À la fin, tu as ta recette qui ressemble à un truc plutôt pas mal. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que vous avez commencé, vous étiez 3, vous savez peut-être pas forcément où est-ce que vous serez dans 2, 3, 4, 5 ans. Et là aujourd'hui, il y a déjà une équipe, vous avez un labo, vous êtes chez Station F, vous livrez 5 tonnes par mois. Enfin, je veux dire, voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que vous réalisez, ou est-ce que finalement ça s'est fait petit à petit et puis vous êtes encore sur un nuage et vous vous rendez pas encore compte et puis Franchement, l'autre jour on était au labo, tu vois, et je crois que je regardais le plafond et je me dis on en parlait, je disais pas plus fort. Excuse-moi, je me disais, mais c'est un truc de dingue quand même. C'est un truc de dingue parce que il y a 1 an on était dans une autre situation, tu vois. Ça n'a rien à voir. Il y a eu énormément de changements en très peu de temps. Et donc, pour répondre à la question, je pense que oui, on réalise, tu vois, et en même temps, on réalise pas. Un côté, tous les jours il y a du changement, tous les jours il y a une évolution, et tu es obligé toujours de regarder le futur, parce que le futur est toujours plus beau. En tout cas, on espère exécuter de belles choses. Mais en même temps, quand tu te poses un petit peu et tu te dis putain, c'est cool, tu vois. On est sur le chemin, tu vois. Ça peut être complètement différent. Et il y a toujours des moments de doute, tu vois. Mais même dans ces moments de doute, tu te dis ok, on est à une porte. En fait, c'est au moment où tu as ce doute que tu continues à gratter, tu vois. D'accord. Et éventuellement, tu trouves une porte ou une fenêtre et tu entres là. Et ça, c'est une question que je voulais vous poser. Ça, c'est plus moi qui voulais vous poser cette question-là. Est-ce que vous avez fait un business plan genre classique, c'est-à-dire vraiment voilà, le travail des chiffres et tout ça, ou est-ce que finalement vous êtes lancé en vous disant voilà, on kiffe le muesli, on se connaît bien, puis on sait qu'on va bosser ensemble, puis on va voir ce que ça va donner, et puis aujourd'hui ça a fonctionné? Ou est-ce que vraiment vous êtes passé par le côté classique avec business plan On a commencé un business plan. D'accord, ok. Qu'on n'a pas terminé, mais au moins on a commencé et on l'a quand même poussé. Pour te dire, je l'avais quasiment fini en décembre 2014. Ok, d'accord. Donc avant même de lancer la société et tout, je l'avais... Parce que tu sais, à partir du moment où tu es dedans, tu as des idées qui foisonnent, donc des fois c'est bien de les structurer. Et de te dire, au lieu de parler dans tous les sens que tu as envie de faire et noter juste comme ça, tu te dis, tu sais quoi, dans la partie marketing et communication du business plan, même si tu fais pas le business plan entier, mais tu te dis, moi c'est ce que je me suis dit, tu sais quoi, je vais écrire la partie marketing maintenant. D'accord. De tout le business plan, je vais rien faire, je vais juste faire qui on est et tout, et après je vais écrire la partie marketing, juste ça, et dire la vision marketing que j'aurai sur 1 an, 2 ans, machin, et comment faire pour vendre le produit, tu vois. Et donc on a écrit un business plan qu'on n'a pas terminé, parce qu'un business plan normalement c'est censé être en constante évolution. De toute façon, il y a toujours business plan versus réalité, tu vois. Et moi, business plan, ça m'a permis de voir avec le temps si quand je reviens sur le business plan, il y a des choses qui ont déjà été faites, donc je peux les virer, etc. ou pas. Mais c'est pas forcément nécessaire d'en faire un. C'est bien de noter ses idées et de noter un peu un parcours idéal, mais après la vraie vie est souvent différente de ton business plan. Bien sûr. Parce que moi par exemple je regarde pas mal de vidéos de je pense que vous connaissez The Family, et Oussama Ammar d'ailleurs, qui d'ailleurs il n'y a pas que lui, mais souvent il y a ce message de le business plan c'est bien, mais que malheureusement c'est un peu en fait c'est pas que c'est hypocrite, mais disons que c'est un peu la cachette. Voilà, c'est ça. Je vais travailler sur le business plan et je vais perdre tout mon temps. Voilà. Attends, faut que je travaille le business plan pour faire quoi que ce soit. C'est ça. Et en fait, c'est un peu c'est un peu ce qui te bloque pour agir vraiment. Parce qu'en fait, il faut juste agir. Et le business plan, ça va te faire retourner à l'école et dire attends, je vais écrire. Je vais prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, machin. Et pendant ce temps-là, t'as rien testé de ce que tu veux faire, tu vois. Alors que il n'y a pas mieux. En fait, le test, il a plusieurs vocations. Première vocation, c'est un boost de confiance énorme. Parce que si tu valides ton idée, tu sais que tu as un projet, tu sais que tu as quelque chose. Et c'est plus facile ensuite d'aller voir un business plan, etc. Et la deuxième chose, c'est que ça te permet aussi de changer. C'est un test. Donc si ça ne fonctionne pas, comment je le modifie, etc. Si tu écris ta meilleure idée au monde sur ton business plan, puis ensuite tu vas la tester et c'est de la merde,
c'est de la merde. Ouais, bah oui, tu vois. C'est sûr. Et ça, enfin, je pense que le business model, qui est beaucoup plus léger, tu vois, t'as pas forcément toute la partie finance, mais t'as cette idée de te dire, voilà, voilà le but de ma startup, voilà comment on va être articulé, et ensuite voilà comment je vais faire de l'argent, un peu comme une grande ligne, quoi. Une grande ligne, ouais, bien sûr. Et après, tu vas tester. Teste. Enfin, franchement, je pense que c'est un truc à dire, c'est test. Donc en gros, il faut tester le plus rapidement possible pour tout de suite, voilà, avoir une validation du marché et savoir si effectivement ce que je propose, ça intéresse. Parce que c'est vrai que c'est chiant d'avoir une idée dont tout le monde s'en fout. Tu vois, tu travailles dessus pendant des années. 6 mois, alors tu vas perdre du temps. C'est ça, et tu la lances, puis finalement, tout le monde s'en fout et ça marche pas. Puis après, t'es frustré et tu dis putain, Donc, vaut mieux la lancer rapidement. Comme ça, tu as la validation, que tout le monde s'en fout de ton produit, et après tu passes à autre chose. Je te jure. Et tu sais, genre, quand tu lances une app, quand j'en laisse une application, ils ont toujours en tête la façon dont ça va être utilisé, et quand l'utilisateur là, il utilise complètement différemment. Ouais, c'est vrai. Donc, faut y aller, faut tester. Tu vois. Ok. Et moi, je sais que ça, c'est mon problème actuellement par rapport à ce que je lance, c'est que plus je rentre, on va dire, deep dans mon projet, et plus j'ai d'autres idées qui arrivent. Et est-ce que vous, aujourd'hui, ça vous est déjà arrivé d'avoir d'autres idées de start-up, d'autres projets que vous avez envie de lancer, et que vous savez qu'il faut lancer maintenant, parce que tu vois, il y a un truc, mais que comme il y a Dirmusli aujourd'hui qui fonctionne bien, c'est quand même compliqué de pouvoir gérer les deux projets. Est-ce que ça vous arrive aussi ou mais constamment? Tous les jours, on a des idées à gauche, à droite. Cassera, putain, une nouvelle idée, je te jure. On devrait faire ça. Comment on va faire pour intégrer une Dirmusli? Non. Pour de vrai, en fait, il faut focaliser sur ce que tu fais. Il faut vraiment rester focus sur ce que tu t'es dit que tu vas faire avec cette pote-ci. Et tout le reste, c'est vraiment du temps perdu. Parce qu'en fait, tu ne peux pas te consacrer à plusieurs projets en même temps, sauf si tu as l'argent. Et une équipe derrière qui gère. Je pense que c'est la chose que tout le monde a. Enfin, on a toujours des idées. Moi, ça me hante. J'ai envie d'être un Elon Musk, tu vois, et pouvoir gérer plein de trucs. Et chaque chose en son temps. Mais Elon Musk, ça lui a pris 20 piges, ça. Pour arriver à différents trucs. C'est vrai. Et comme, tu vois, les mecs de Google, là, je me semblais avoir lu un truc, qu'ils avaient eu des idées de trucs qu'ils voulaient faire il y a 20 ans. Genre ascenseur, je sais pas quoi, Google Earth, machin, ça c'est des idées qu'ils avaient depuis longtemps. Et en fait, tu veux pas tout faire au début, il faut commencer par quelque chose. C'est vrai. Et maintenant, quand ils ont sorti Google Earth, c'est un truc, ils se sont dit, ok, on a eu cette idée-là depuis, c'était pas possible avant, là on l'a fait. Et il y a des choses que tu vas peut-être rater ou tu vas louper une occasion parce que tu vas te dire ah putain ça c'était mon idée, il y a un mec qui l'a fait parce que j'étais concentré sur ça machin. Mais il y a quand tu cours plusieurs lièvres à la fois, en général t'en attrapes zéro, tu vois ce que je veux dire, t'en attrapes zéro parce que tu peux aller à gauche à droite, mais tu sais c'est comme s'il y avait un lièvre là, ils partent comme ça, toi tu vas faire ah je veux ça, après tu restes au milieu, alors que tu peux aller en prendre un, t'en sélectionnes un et t'y vas, et après tu peux aller chercher d'autres. Et beaucoup de gens font cette erreur là de se dire quand ils commencent ils veulent que leur truc soit parfait, et ils veulent faire plein de ramifications. En fait c'est comme si eux-mêmes c'était plusieurs boîtes, tu vois. Mais c'est exactement ça en plus. On va tout lier ensemble, mais mec déjà essaye de faire en sorte que ton truc il tienne la route, et après ça viendra à toi, tu vois. Mais c'est ça en fait. Mais ça on s'en rend compte quand on est dans le taf et qu'on se rend compte que déjà pour faire ta première boîte t'as déjà pas le temps, tu vois ce que je veux dire. C'est là que tu te rends compte. Mais si tu peux ne pas perdre de temps avec la deuxième chose ou les 3-4 autres trucs, note ça sur un papier pour plus tard, tu mets dans une boîte, tu mets ça pour 2019, tu te notes. Mais pour l'instant, tu vois... Pour l'instant, je me concentre sur... ça marche. Et donc, tout à l'heure, on a parlé d'Instagram. Est-ce que, aujourd'hui, quand on lance sa boîte, quand on lance son projet, Instagram, c'est un outil ultra important? Est-ce que vraiment, pour le coup, genre, que tu veux lancer, je sais pas moi, une box de thé ou une marque de chaussettes ou peu importe, est-ce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est vraiment ce petit outil qui va vous permettre d'avoir de la croissance ou de vous faire connaître? Est-ce que vraiment aujourd'hui c'est important? C'est indispensable. Carrément.
C'est indispensable parce que ça te permet de... Tu vois, ça te permet de... Soit si t'es une boîte très corporate, un gros truc machin, et tu vends juste des applications ou des trucs SaaS ou un truc pas tangible physiquement, et bah il faut que tu montres la vie de ton entreprise. En fait, ça permet à montrer quand t'es une entreprise les trucs cool que tu fais. Okay. Et quand t'es une entreprise qui a un produit ou un truc plus accessible, et ben faut montrer le produit, faut montrer comment il interagit avec les gens, faut le montrer dans une situation qu'on appelle lifestyle, tu vois, dans le mode de vie, et c'est ce qui fait que les gens en fait vont adhérer à ce mode de vie, c'est parce qu'il faut que tu le montres. Bah oui, forcément. C'est comme on dit, il faut montrer l'exemple. Donc quand tu montres un exemple comme Nike ou je sais pas quoi, et ben les gens ils veulent juste copier, ils veulent être comme toi. Et donc il faut donner envie aux gens d'être comme toi, de faire partie de ton truc. Donc si t'es pas sur Instagram, qui est une des applications, un des réseaux sociaux les plus regardés au quotidien, ça devient même addictif, et ben t'existes pas vraiment, tu vois. Parce que la première chose, j'ai lu un truc, c'était hier ou avant-hier, la première chose que fait une personne quand on lui parle d'une marque, elle va voir sur Instagram. C'est ouf quand même. J'avoue. Tu dis, tu connais ça? Bah attends, je vais voir s'ils ont Instagram, tu vois. C'est vrai. C'est même pas, je vais voir sur Google pour aller voir leur site. Parce que Instagram directement. C'est pourquoi? Parce que leur site mobile en général, il est pourri. Soit il est pourri, soit ça te saoule d'aller sur Google. De taper. Alors que là, t'es sur Instagram, tu sais que tu vas avoir que des belles images et tu dis, ok, je vais voir en fait le ressenti du truc, tu vois. Les gens, ils s'en foutent d'aller sur ton site. Exactement. Ils s'en foutent d'aller sur ton site, en fait, ils veulent pas acheter. Ils savent qu'un site, c'est un site marchand. Donc, ils veulent voir qu'est-ce que tu vends comme lifestyle, le rêve que tu vends, qu'est-ce que c'est. C'est pour ça qu'ils vont voir sur Instagram. Et après, s'ils kiffent, ils disent, ah ouais, putain, ça a l'air cool. Même je vais aller voir leur site, leurs produits et tout. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Mais du coup, tous les trois, vous postez des vidéos en story, ou est-ce que vraiment c'est charté, il n'y a qu'une seule personne qui s'en occupe et voilà, avant de publier, il faut que vous en parliez, comment ça se passe? On poste tous les c'est vraiment en mode freestyle et... Souvent on est ensemble, hein. On est souvent ensemble, donc ça va être celui qui pense à prendre le téléphone et il poste. Après, on essaie de faire des trucs où des fois on raconte un peu chacun notre vie, etc. Mais c'est très... c'est au feeling, quoi. C'est pas très charté, tu vois. Il y a quand même sur Dear Musli où c'est un peu plus charté dans le sens où il faut vraiment qu'il y ait un vrai ressenti de tout ce qu'on fait, parce que le but c'est quand même de montrer qui on est, mais aussi de vendre des produits, de vendre des prestations, etc. Donc il faut qu'on voit le triporteur une fois de temps en temps, il faut qu'on voit telle recette parce qu'on a vu trop l'autre recette. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même ce truc-là, il faut qu'on nous voit nous, tu vois. Il faut qu'on voit un peu sport, il faut qu'on voit un peu de gourmet, parce qu'on veut parler aussi à tous ceux qui sont des foodies, tu vois. Ça va quand même être charté quand on peut. Parce que le plus possible on fait ça, mais des fois t'as pas le temps de gérer ça. Et par contre sur notre autre compte Musli Boys, c'est vraiment nos kiffs, quand on est à un truc on filme et tout, tu vois. On peut se laisser avoir plus de liberté. Ok, je comprends. Et vous faites beaucoup de posts sponsorisés ou c'est vraiment que de l'organique et Sur Insta on en a fait très rarement. Ouais. J'ai l'impression que ça marche pas trop les posts sponsorisés. Je pense que ça doit marcher, mais il faut mettre un billet, je crois. Je crois que je peux mettre un billet. Pour le moment, tu vois, ça va changer. Mais... Facebook, faut mettre quelques euros. Mais sur Facebook, on sponsorise, Ouais, c'est pas mal. C'est un bon outil pour se faire voir de ta cible, en fait. Ta cible qui ne te connaît pas, et pour qu'elle te voie, il faut mettre un petit billet aussi. Bien sûr. Mais là, actuellement, aujourd'hui, c'est quoi votre cible? Est-ce que ce sont les véganes? Est-ce que ce sont les sportifs? Est-ce qu'il y a vraiment une cible définie que vous pouvez me décrire comme ça, genre... vas-y. C'est une personne entre 20 et 35-40 ans, tu vois, qui désire manger sainement, tout simplement. D'accord. Ça, c'est vraiment la base large, tu vois. Et en général, c'est ça, c'est la base large. En général, t'as ce que ça s'appelle un cœur de cible. Après, t'as une cible secondaire, machin. Et le cœur de cible, c'est la femme citadine entre 25 et 34 ans. Donc celle qui a le pouvoir d'achat, qui habite en ville et qui est soucieuse de son alimentation, etc. Ça c'est vraiment le cœur. Parce qu'elles, on sait qu'elles sont très réceptives à nos produits. Elles vont au yoga, elles courent un petit peu. Et si elles font pas ça, elles sont quand même dans la vibe de manger sainement, de mieux manger. Sans se priver, tu vois. Après, tu vois, on augmente aussi...
les gens en général, qui sont aussi des hommes, qui veulent manger sainement, qui sont aussi ruraux, etc. T'as les sportifs un peu plus hardcore, tu vois, qui ont des programmes alimentaires, etc. Donc c'est vraiment, on a vraiment nos cibles, et en fonction de nos campagnes, etc., on va cibler une target plutôt que l'autre et tout. Ok, d'accord. Hier, du coup, j'ai fait une story Instagram où je demandais aussi à des personnes s'ils avaient des questions à vous poser. Et il y a Mélanie qui m'a posé une question, enfin qui m'a demandé de vous poser la question. C'était: quels ont été selon vous les éléments différenciateurs de votre marque qui vous ont permis d'avoir un succès si fort? Tu réponds, Sylvain? Ouais, pour moi c'est simple. Je pense que c'est le fait qu'on soit hyper transparent et que on met de A à Z, même quand on avait un camion qui arrivait sans haillons et qu'on le postait sur Instagram, et que même nos clients nous ciblent, qu'il y a un moment qu'on vise, qu'on a envie de prendre soin d'eux, ils nous disent viens, on peut vous aider, on peut venir soulever des sacs de 25 kilos. Donc on est transparent, et aussi le fait que on focalise vraiment sur notre produit, et aussi qu'on ait l'image de notre marque. Donc on vit vraiment ce qu'on vend. Et ça c'est tellement important, ça revient toujours aux transparences. Donc c'est un sujet énorme, surtout sur les réseaux sociaux, parce que tu peux plus t'en passer. Si t'es pas assez transparent, on croit plus en toi. C'est vrai. Parce qu'il y a un truc qui est assez marrant, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec Brice, c'est que c'est vrai que autant moi, alors je pense que je suis pas du tout de la cible, je suis pas de votre cible, donc je me voyais pas en tout cas acheter... Pas plus tendu là. Non, c'est bon. Okay. On dirait, mais non, t'inquiète. Donc ouais, moi comme je suis pas la cible, je me voyais pas forcément, enfin ça me touchait pas en tout cas, les muesli. Mais autant c'est vrai que quand quand je t'ai rencontré, quand je t'avais aussi rencontré Bakang, puis aujourd'hui je te rencontre, c'est vrai que maintenant ça me donne envie d'acheter en fait. Même pas forcément pour le produit, pour goûter, même si j'avais déjà goûté avec Brice d'ailleurs, mais plus parce que j'ai envie de vous soutenir. En fait il y a vraiment un truc où du coup, il est tellement cool qu'on se dit, quand maintenant je passe devant un rayon, je vais marquer dire muesli, je me vois pas en fait passer devant sans en acheter. Tu sais ce que je veux dire? Parce que tu vois, et je pense qu'en fait ça aussi c'est super important, c'est que je suis sûr qu'il y a plein de personnes que vous avez rencontrées, à qui vous avez boosté, donné des conseils, qui aujourd'hui se sentent pas redevables, mais tu vois, tu as envie d'apporter ta force, de donner ta force, d'aider, tu vois, en achetant des muesli. Et ça, je pense que aussi c'est quelque chose de... C'est cool, ça. Carrément. Et il y a une phrase pour ça, hein, c'est une base aussi dans le monde de la startup, il faut toujours retenir ça, c'est qu'on n'achète pas ce que tu fais, on achète la raison pour laquelle tu le fais. Tu vois, tes gens, les clients, certes ils aiment le produit, mais ils aiment surtout la raison pour laquelle on fait ce produit-là. Notre mission, tu vois, l'histoire qu'il y a autour. C'est vrai. Et ça décrit un peu ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est vraiment parce qu'on en parlait justement hier du pourquoi. Et souvent, naturellement, instinctivement, un humain, il va toujours poser la question pourquoi. Pourquoi au lieu de dire pourquoi. Tu vois, pourquoi ça revient. C'est pas qu'est-ce que ça peut m'apporter, c'est pourquoi. C'est vrai. C'est vrai. Et dernière question. J'ai 2-3 petites questions. Parce qu'on parle un peu de. Je sais que vous lisez pas mal de livres, que vous regardez aussi des mecs comme Gary Vee, donc c'est un peu, j'imagine, dans le développement personnel aussi un peu. Quel regard vous avez aujourd'hui sur le monde de demain? C'est-à-dire que, tu vois, on sait tous que avec Internet, le mobile, vraiment notre mode de consommation a vraiment bien évolué aujourd'hui en tout cas, et que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça va encore changer. Et voilà. Quel regard vous avez sur le monde de demain qui est en pleine évolution aujourd'hui là? À quel niveau? Au niveau de la consommation, on va dire. On va commencer par ça, l'alimentation. Ouais. Ça vous parle direct du coup. En fait, au niveau de la consommation, je pense que les gens auront... ils commencent et ils auront de plus en plus envie de trouver des produits qui leur correspondent personnellement. Par exemple, tu vois, t'as de plus en plus de gens qui disent: ah non, vous avez un truc vegan, vous avez un truc sans gluten, est-ce que vous avez... Moi je suis vegan mais pas vegan à fond, donc je mange ça et pas ça, etc. Et donc les gens recherchent des choses qui leur correspondent personnellement, ils veulent plus
forcément avoir des trucs standardisés, même s'il y en aura toujours, mais ils sont à la recherche de produits qui leur correspondent. Qui sont un peu customisés, quoi. Qui sont un peu customisés, ou en général qui sont faits pour eux. Parce qu'aujourd'hui c'est possible, c'est pour ça que tu vois, tous ceux qui veulent maintenant du sans gluten et du vegan et du sans lactose et du machin, et c'est vraiment parce que eux se disent que ils sont comme ça, donc ils veulent avoir des produits comme ça. C'est vrai. Et en fait, je remarque que les marques commencent un peu tardivement en France, mais voilà, on rattrape souvent notre retard, commencent à réaliser qu'il faut s'adapter très rapidement à leur mode de consommation et pas attendre qu'il y ait un effet de masse pour sortir un produit qui correspond à ce que les gens demandent, tu vois ce que je veux dire. Et plus on va avancer, plus en fonction des business de la consommation, surtout agroalimentaire, mais même autres, vestimentaire et tout, plus on va aller vers la customisation vers la customisation de produits pour les gens. Ok. Je pense. Sylvain aussi, il a une bonne... Sur quoi? Sur l'alimentation. Ah bah ouais, du coup, ouais. Bah en fait, c'est important de se dire que 5 ans, c'est pas pareil que 10 ans. Surtout dans la consommation. Je pense que dans les années à venir, d'ici 5 ans, je pense qu'on se tend plus vers la personnalisation. Là, ce qui nous concerne, c'est la personnalisation nutritionnelle. Donc, même aujourd'hui, on a la technologie qui existe, qui nous permettent de créer des recettes sur mesure, de pouvoir recevoir quelque chose qui est adapté à nos besoins quand il s'agit du petit-déj, je parle. Après, c'est vrai, dans d'autres industries, c'est aussi le cas. Par exemple, dans la cosmétique. Tout le monde se lance dans la personnalisation de la cosmétique. Pour les cheveux, qui ne veut pas un produit qui est idéal pour leurs propres cheveux? Et je pense qu'on tend plus vers cette voie-là. De moins en moins de standardisation. Ça va devenir le nouveau standard. Ouais, c'est ça. Pas dans 5 ans, peut-être, mais probablement après. Moi, je pourrais rajouter que, juste du point de vue de l'alimentation, je pense que l'alimentation mondiale va changer. On est seulement au début. La viande, tous ces éléments qui vont se faire de plus en plus rares, qui coûtent de plus en plus cher à la planète. Donc il va y avoir un changement drastique en fait d'ici les 10 prochaines années. Et la société ou l'entreprise qui ne s'adapte pas serait complètement folle, tu vois, de pas le faire et de le faire assez tôt. Et c'est vers ça qu'on tend. La deuxième chose, c'est les acteurs en fait du marché. Je pense qu'il y aura un changement, comme on a pu le voir en fait dans l'automobile, où le reste, aujourd'hui, un Google, un Amazon te rachète un Whole Food dans la nourriture, tu as un Tesla qui démarre, qui te fait des voitures, mais qui est aussi dans l'espace. Et les acteurs traditionnels du marché disparaissent peu à peu. Et je pense qu'il va se passer la même chose dans la food, où tu vas te retrouver avec ce qu'on appelle des food tech, qui vont voir le jour un peu partout, et qui vont prendre en fait le pas sur des grosses maisons comme Kellogg's, etc., qui vont, en fait, certaines de ces gros mastodontes n'auront pas en fait le temps de récupérer en fait tout le retard, tu vois, de pivoter, etc., et qui vont juste disparaître parce que demain la food tech va vraiment prendre le pas sur tout. Disparaître ou se sentir obligé de racheter les petites boîtes qui se créent. C'est une stratégie aussi. Ils disent pourquoi on va dépenser de l'argent pour créer un concurrent à ce truc-là, sur ce truc-là qui est le futur, alors qu'on peut racheter le mec. Et il y a beaucoup de boîtes qui surtout même dans plein de trucs. Facebook, la plupart de leurs nouveaux trucs qui sont sortis, c'est juste parce qu'ils ont racheté des boîtes qui font ça. Et ils se sont dit, rachetons les meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un moyen de grossir et de perdurer pour des boîtes qui ont genre une vision sur 100 ans, par exemple. Il y a des boîtes qui ont des visions, je pense qu'il y en a énormément, plus de boîtes qui ont des visions sur 2-3 ans, 5 ans max pour revendre. Il y a des boîtes qui ont des visions sur 100 ans. Je pense que Facebook, Google et tout, ils ont des visions à long terme. Ils veulent être là. Tu sais, comment ça s'appelle ces trucs? Coca-Cola, ça existe depuis longtemps, 100 ans déjà. 100 ans. Et
eux, c'est ceux qui ont la vraie vision à long terme, tu vois ce que je veux dire. Et ces boîtes-là, elles n'hésitent pas à racheter, parce qu'elles rachètent le futur à chaque fois. Elles rachètent le futur de son époque. En fait, je pense que ce qui s'est passé en fait dans d'autres secteurs, donc et par plus technologique, donc les Google, pour moi, c'est des nouveaux, tu vois, par rapport aux mastodontes du passé. Ils ont réinventé l'usage en général. C'est vrai. Tesla, pareil, tu vois. C'est vrai. Et en fait, dans l'alimentaire, il va y avoir, en fait, ce qui n'a pas encore apparu, enfin, ce qui va apparaître, à mon avis, il va y avoir un Apple, il va y avoir un Google, c'est-à-dire des gens que tu vas pas pouvoir racheter, mais qui vont venir défrayer la chronique et venir avec un nouvel usage. C'est-à-dire que et c'est ces gens-là qui vont venir effacer les Nokia dans le truc, les Samsung, enfin ce que je veux dire ou pas. Ouais, je comprends. Et c'est ce qu'il n'y a pas encore eu en fait. Et c'est là où je pense qu'il y aura des disparitions. C'est parce que ces gens-là vont pas se faire racheter et ils vont décider en fait d'être les nouveaux leaders, tu vois. Ok. Et vous avez déjà des noms de foodtech là qui commencent à bien se lancer et qui sont bien partis, ou pour l'instant encore on est sur des trucs de foodtech? Ouais. Après il y a des boîtes qui existent depuis longtemps et qui sont déjà foodtech, tu vois. Franchement, tout ce qui est Frishti et tout, c'est des foodtech, hein. Ouais, c'est vrai. Frishti, Deliveroo et tout ça, ils ont créé un nouveau marché de la livraison. En fait, pour moi, c'est un truc de livraison pour moi. Ouais, c'est de la logistique. C'est la logistique, tu vois. Mais ils ont trouvé le moyen de. Parce que c'est pas forcément de la foodtech du coup. Pour moi, c'est pas de la foodtech. Pour beaucoup, ils appellent ça foodtech parce qu'ils livrent. Parce que aussi, Frishti, c'est différent parce que c'est la logistique, mais ils font aussi de la création de recettes. D'accord. D'autres trucs comme Deliveroo, etc. C'est de la logistique. Mais les gens, ils vont appeler ça foodtech parce qu'ils prennent de la bouffe. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? On est en transition aussi. Il y a un site e-commerce qui vendait juste des paquets de je ne sais pas quoi. C'est appelé un foodtech il y a 2 ans. Mais par contre, il y a des vraies boîtes de foodtech. Et Impossible Foods, c'est pas mal, il faut les suivre. D'accord. C'est la viande synthétique, fait au laboratoire. Ok. Et il y a des Français aussi qui font la même chose. Français, je sais pas qui. Qui sont chez Autium là. Donc ils ont investi. Ça c'est autre chose, je pense. C'est pas forcément foodtech, il y a boucher vert. Ah ok, je sais pas. Ouais, c'est pas foodtech. Ils font du veggie. En fait, c'est des faux steaks quoi. En fait, parce que du coup, alors comment bien définir ce que c'est que la foodtech du coup? Parce que tu vois. On a peut-être une définition différente. Ouais, c'est peut-être. Pour moi, une boîte qu'on considère comme foodtech, c'est quand il y a une vraie technologie qui implique une innovation d'usage dans le truc, et c'est une vraie technologie. Le truc de viande là, comment ça s'appelle le deuxième truc, boucher, c'est un truc de boucher, sauf qu'ils ont mis ça sur internet, sauf qu'en fait ils ont un site, tu vois, et ils mettent en relation, je crois, les charcutiers de je sais pas où. Ah, c'est ça. C'est un truc comme ça. Et après, enfin, pour moi, c'est quand il y a une innovation technologique. Et dès qu'il y a eu, il y a quelques années, là, une innovation, peu importe ce que c'est, une innovation avec un logiciel qui fait... Tu sais, dès qu'il y a une app, tous les gens ils vont dire, ah bah si... Deliveroo, ils ont une app, Frishti, ils ont une app, ou ils ont un site machin, bah c'est une foodtech, tu vois. Et moi je considère que la vraie technologie qui change le mode de consommation de la nourriture, ça c'est une vraie foodtech. Okay. Donc la plupart des boîtes qui font de la food, et il n'y a pas d'innovation technologique, c'est pas forcément des foodtech, mais il y a de l'innovation quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément des innovations technologiques. D'accord. Donc, dire monsieur, c'est pas une foodtech. Dire monsieur, il y a une innovation technologique sur le sur-mesure, l'algorithme, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, cette définition-là que j'ai, c'est pas forcément la même pour tout le monde. D'accord. Comme tu fais tes levées de fonds ou tu es plus visible par le monde des startups quand tu dis tech à la fin de n'importe quoi, et ben maintenant tout le monde va mettre tech. Il y a même un truc que j'ai entendu, c'était déjà de la tech, c'était déjà des trucs de dev, ils ont mis un truc dev tech. Le truc c'est déjà le truc de dev, c'est déjà la technologie, pourquoi tu veux rajouter tech dessus? Parce que les gens deviennent fous avec ça, tu vois. Ça c'est juste ma définition après. C'est quoi ta définition, tu vois? Moi je pense que ça dépend vraiment du temps. Parce qu'à l'époque, on va dire, quand Frishti est sorti, pour moi c'était de la foodtech parce que c'était innovant, personne ne faisait ça encore, et en plus ils livraient de la nourriture, c'est devenu un masse
Donc ça c'était une food tech à l'époque. Mais maintenant la définition elle change sur le temps. Maintenant c'est devenu une boîte logistique. Tu vois, et maintenant les gens ils sont plus vers la définition. La food tech en fait c'est quelqu'un qui fait une innovation technologique ou une innovation de consommation ou sur le produit. D'accord. Dear Muesli, qu'est-ce que c'est Dear Muesli? Moi je vois Dear Muesli comme de la food tech. Pourquoi? Parce que on focalise vraiment sur le produit. Donc on a envie, dans nos visions là actuellement tout de suite, on est toujours à la recherche des meilleurs ingrédients. Comment optimiser le corps d'un humain en créant certaines recettes. D'accord. Et les gens peuvent composer leur propre recette, optimiser leur corps, leur carence. Ouais. Ça en joue. Ça joue sur la consommation et aussi sur le produit. Ok. Mais donc moi c'est food tech, c'est vraiment changer la façon de consommer et aussi l'innovation sur le produit lui-même. Ok, je comprends. Tout à l'heure vous avez parlé de levée de fonds. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment idéal pour faire cette levée de fonds, ou est-ce que finalement elle arrive au moment où vraiment voilà, t'as pas assez de cash pour passer au palier numéro 2 et tu es obligé du coup de faire appel à quelqu'un? Ou est-ce que tu penses que par exemple, voilà, moi par rapport à mon cas, parce que je travaille sur EasyCard, donc c'est l'abonnement de coiffure, grosso modo, et est-ce que par exemple tu penses que là maintenant je devrais travailler sur une levée de fonds pour pouvoir créer une application, comme on en parlait tout à l'heure, ou est-ce que c'est mieux de faire une première V1, une première application, un premier MVP, tester déjà le marché, voir comment avoir plus de données, et ensuite faire une première levée de fonds du coup pour scale up? Bah moi la deuxième solution c'est la meilleure, c'est parce que les mecs, parce que en fait j'ai l'impression, je te coupe hein, mais juste j'ai l'impression que tu vois la levée de fonds c'est devenu quelque chose genre de cool. Tu vois ce que genre moi personnellement avant de me lancer, genre je me disais putain moi aussi j'ai envie de lancer ma boîte et avoir une levée, avoir des millions, et bam, I made it. Tu vois, genre... Il faut pas oublier que faire un levée c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, c'est que tu as besoin de cash. Et qu'une levée c'est pas ton argent. Ouais. Une levée c'est l'argent que quelqu'un ou une autre boîte t'a donné, enfin une boîte t'a donné à ta société. Pour la société, donc toi tu vas pas être riche parce qu'il y a une levée, c'est ta boîte qui aura les moyens d'évoluer dans la direction que tu as envie que ça évolue, mais toi ça va pas changer pour toi. Tu feras tu seras plus serein au niveau de ta boîte, mais c'est pas parce que tu lèves, en fait la levée c'est juste ta boîte qui a un peu plus de cash. Ok. Tu vois, donc ta vie dans la vie de tous les jours n'a pas forcément non, on va pas changer ta vie, c'est juste que tu auras plus de, c'est comme si t'es à l'école, on te demande de faire des recherches archi rapides et que t'as pas d'ordinateur, t'as un gros dictionnaire Larousse, tu vois. Bah, tu dis, tu vas galérer pour chercher. Bien sûr. Alors que là, après, on te file un ordinateur, tu tapes le truc et tu trouves directement toutes les informations. C'est juste à passer du Larousse à l'ordinateur. Mais il faut commencer par le Larousse. Parce que le Larousse, tu vas vraiment chercher, tu vas apprendre à chercher. Ouais. Et par exemple, lever des fonds, faut surtout pas le faire quand tu as besoin de thunes. Parce que quand tu as besoin de thunes, l'investisseur ou n'importe qui est en face, il va dire, ah bah lui il est désespéré. Ok, c'est vrai. Il est désespéré, il lève des fonds parce que en fait il veut juste survivre, mais pas créer de nouvelles choses. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et le meilleur moment pour lever des fonds, c'est quand tu es en position de force. C'est quand tu as ton application qui tourne toute seule, tu as des gens qui s'abonnent, et que tu n'arrives pas à suivre la cadence. Ok. Ça c'est le meilleur truc. Tu as une croissance mais tu n'arrives pas à... Ouais, que tu n'arrives pas à suivre, et que tu vas voir le mec et tu te dis voilà, là il y a tous ces gens là qui veulent ça, mais j'ai pas assez de fonds pour financer cette croissance là. Okay. Parce que j'ai pas beaucoup d'argent et tout. Ouais. Voilà, là j'ai besoin d'argent. Mais c'est pas au moment où tu vas être en mode putain, il me reste 10 balles sur mon truc, où je suis à moins temps, il faut absolument que je lève. Parce que là, en fait, c'est déjà trop tard. Et puis le mec, en fait, si tu fais pas attention dans ce que tu vas dire pendant ton pitch, et quand tu vas poser des questions, bah, il va le sentir que tu es en galère en fait. Même il suffit de dire un mot de travers qui fait sentir au mec qu'en fait, t'as besoin de thunes en vrai, tu vois ce que je veux dire, et que c'est pas assez stable. Il va se dire oh bah non, moi j'ai pas envie, parce qu'en fait il a pas envie que son argent serve à éponger toutes les dettes, et en fait que imaginons
t'as besoin de 20 balles, mais t'es à moins 10, mais tu le dis pas. Et en gros, le mec, il va te donner tes 20 balles, mais en fait, t'auras juste 10 balles. 10 balles, ouais. Et ton plan, il est sur 20 balles. Et en fait, tu vas pas délivrer ce que tu dois faire. Parce que t'as juste 10 balles au final. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, il faut pas que le mec le sente. S'il sent ce genre de choses, il va se braquer, tu vois. Faut toujours être en position de force, je pense, que quand tu fais un lever. C'est toujours plus idéal de ne pas en avoir besoin. D'accord. Ou juste de se débrouiller pour faire ton MVP. Et de prendre tous les galères sur toi-même avant que tu arrives à ce point-là. Tu seras beaucoup plus fier, tu seras avancé et que tu seras en position de force sur ta négociation. Parce que ça reste une négociation, tu donnes une partie de ta boîte contre de l'argent. Et puis le mec, après, tu seras avec eux tout le temps. Enfin, c'est ton associé. C'est un contrat de mariage avec tes associés, mais avec le nouvel entrant, lui, il peut te demander 10 milliards de trucs. Tous les mois, il faut que tu lui donnes toutes les informations que tu as, machin, il peut être relou. Donc, c'est pas forcément la meilleure chose d'avoir un mec qui investit, déjà que t'aimes pas. Tu vois. Donc, déjà que t'aimes pas, que tu sens pas, ça sert à rien. Sauf si dans le contrat c'est défini qu'il te saoule pas, il te met juste l'argent. D'accord. Et voilà, tu vois. Ah, donc ça tu peux le définir dans le contrat oui, il est juste dans tout ce qui est term sheet et dans les pactes d'actionnaires et tout, tu vois. Tu peux, mais voilà, lever des fonds, c'est pas pour faire cool. D'accord. Ouais, parce que après je sais pas si c'est à cause de la presse, tu vois, mais c'est tu regardais plein. Moi je tombais sur des magazines, sur Madines, etc. Ouais, tu vois, par exemple, tu vois. C'est ça. 50 millions. Et là tu te dis waouh, putain, c'est trop cool. Ils parlent jamais des échecs en disant voilà, ils ont raté là. En fait, ils devraient faire des articles où ils vont interviewer le mec, il dit pourquoi ça n'a pas marché et tout machin. Ils postent juste ils ont levé des fonds, c'est génial. Mais là on apprend le plus, c'est que si un mec a raté, qu'il explique pourquoi. Tu vois. Et les trucs comme Madines, c'est super cool parce que ça te donne envie de lever. Mais en fait, lever des fonds, c'est pas une fin en soi. Lever des fonds, ça veut dire que tu as besoin de cash pour grossir plus vite. Certes, c'est cool si tu t'es pas beaucoup dilué et tout machin, mais c'est pas une fin en soi. Il y a des mecs, des startups, pas parce que c'est une startup qu'il faut lever des fonds, tu vois. Mais il y a des startups qui vont voir la banque. Alors pourquoi pas voir la banque? Parce que la banque elle est quand même frileuse. La banque elle a besoin d'avoir. Parce qu'en fait, les startups, surtout les jeunes startups et tout, machin, qui ont des trucs que les banquiers ne comprennent pas. Tu vois, tout simplement. Tu vois, si le modèle de Deliveroo, enfin, ils étaient allés voir des banquiers à dire genre au tout début, voilà, on va faire ça, on va digitaliser la livraison, machin. Ils vont dire ouais, mais Pizza Hut et tout, ils font déjà la livraison, pourquoi vous allez faire ça? Toi, ce que je veux dire, ils vont pas avoir la vision du changement de ce que tu as envie de faire, tu vois. Et toutes les boîtes en général, beaucoup de boîtes comme des startups, ce qu'ils veulent c'est changer un modèle déjà existant. Tu vois ce que je veux dire? Et ça en général les banquiers, si c'est pas des banquiers d'affaires qui kiffent les startups et tout, et ben ils vont dire putain, c'est un modèle qui n'existe pas. Je comprends pas, non, ça va être chaud. Je vais pas me baser sur ce modèle-là parce que c'est un modèle qui n'existe pas et c'est nouveau et machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, toi, il y a des modèles financiers, business model, où tu payes par abonnement, tu vois. Genre les trucs comme PayFit et tout, où en gros ils font ta compta et toi, chaque mois, t'as un truc. Combien de gens ont dû se dire mais ça c'est impossible de passer de cutter tous les grands groupes de trucs de comptabilité qui aident et tout machin. Je pense que quand ils sont allés voir la banque, les mecs ils ont dû leur dire putain ils vont dire c'est une bonne idée, mais comment est-ce que les gens vont vraiment payer tout ça machin, tu vois. Et alors qu'un investisseur qui est dans ce monde là, il se dit putain, et vous allez tous les niquer avec le truc. Tu vois ce que je veux dire, ça va être trop. Il comprend le truc, il comprend le besoin, tu vois. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de startups qui veulent pas aller voir les banques pour ça, quoi. Sauf que les banques aussi elles financent pas forcément ça, tu vois. T'as des taux d'intérêt. Ouais, t'as des taux d'intérêt et tout machin. Après c'est vraiment des stratégies différentes, tu vois. T'as ceux qui veulent se diluer et qui veulent aller plus vite, et t'as ceux qui veulent pas et qui veulent juste aller voir les banques. Après personne parle des PME avant toute la folie des startups. Personne parle des PME qui font 20 millions de chiffre d'affaires, et le mec il a sa boîte depuis 20 ans, il est là dans son petit coin, il a 100% de sa boîte, tu vois, il y en a plein.
Il faut prendre l'exemple des gens qui sont 100% dans le boîte. C'est ça. Comment ils ont fait? Ils ont galéré depuis le début. C'est ça, mais ils ont mis plus de temps, ils ont mis peut-être 10 ans, machin. Mais aujourd'hui, 100% de leur boîte, ils sont là, ils font 300 millions de chiffres d'affaires, machin, et personne les connaît. C'est pas des superstars, ils s'en foutent. Ouais. C'est encore mieux quand personne te connaît. Mais oui. Du coup, ouais, carrément. Tu avances dans l'ombre, hein, tu vois, et t'as pas forcément besoin d'avoir fait des levées de fonds et d'être toujours, je sais pas, tu vois. Ok. Et vous lisez beaucoup, est-ce que vous avez 3 livres à conseiller à des personnes qui veulent se lancer? Moi j'en ai un tout de suite, c'est Mindset, Carol Dweck. Ouais. Je pense que t'en as un que tu lis en ce moment, toi. Mais j'ai oublié. Why là? Ouais, je crois que c'est Start with Why. Start with Why. Et Simon Sinek, ouais. Je regardais son TED, oh là, il est lourd. Ah ouais, il est très fort. Moi j'ai le livre de Gary Vee là, qu'on avait posté, c'est Jab, Right Hook. Okay. En gros, c'est tu teases, et après tu envoies la grosse promo, le gros truc, la grosse campagne. Il a sorti un dernier livre il y a pas longtemps, je crois. Le truc sur les réseaux sociaux là? Ouais. Qui a l'air pas mal, que j'ai envie d'acheter aussi. Et sinon, il y a Lean Startup. Il y a aussi Personal MBA, je sais pas si tu connais. Ah non, je connais pas. Non. Josh Kaufman. Non, je connaissais pas. C'est pas mal pour les débutants, ça. Ouais. Et j'aime bien aussi Peter Thiel, 0 to 1. Ok. Je connaissais pas non plus. Hein. 0 to 1? Ouais. Et il y a tous les podcasts. Hein. Oui. Il y a, je sais pas combien de podcasts. Moi, j'écoute beaucoup. Je sais pas si vous connaissez, c'est un podcast qui est vraiment genre. Pour le coup, lui, c'est vraiment du marketing. C'est. Non, Stéphane Leloup, je crois, ça s'appelle Marketing Mania. Et le mec, en fait, il fait un gros travail sur plein d'études de cas. Et son podcast, il est juste hallucinant, il est super bon, et il te donne des bons conseils, des bons outils. Et voilà, moi je consomme beaucoup ce podcast-là, mais si vous en avez d'autres à conseiller, carrément. Ouais. Carrément. Après, il y a Gary Vee, bien évidemment. Que je regarde, que je consomme. Ça s'appelle Jarvis, non? Qui? Jake ou Jarvis? Le gars qui j'ai oublié son podcast. Il avait un YouTube à l'époque, il prenait ça en vidéo. Il a interviewé les mecs de Quest. Tout ça. Mais j'ai oublié son nom. D'accord. Mais je crois que c'est Jarvis. Jarvis quelque chose. Et après, en France, t'as aussi une nouvelle école. Je sais pas si vous connaissez. Pareil, c'est un podcast, c'est un mec qui interviewe des freelances ou des startups, des entrepreneurs, etc. Et c'est vraiment cool aussi ce qu'il fait, une nouvelle école. Voilà. Ok, bah écoutez les gars, je vous remercie en tout cas de m'avoir reçu. C'est super cool, carrément. Ils vont aller se faire la petite coupe à la chape. Bah j'espère bien, carrément. Passe quand tu veux, tu fais ta barbe et tout, y a pas de souci. Ok. Et puis pareil pour toi, Bakeng. On t'attend. On t'attend. C'est cool les gars, merci. Yes. C'est la fin de ce premier podcast. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps d'écouter ce podcast jusqu'à la fin. C'est mon premier podcast, mon premier numéro. J'ai eu la chance de rencontrer les Muesli Boys et de pouvoir les interviewer. J'espère que ça vous a plu. Moi, par rapport à mon projet aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Et le passage de 0 à 1, je pense sincèrement que c'est faisable sans pour autant avoir un gros capital, sans pour autant avoir plus de 1000 ou 2000 euros dans les poches. Je pense qu'aujourd'hui, avec des outils comme Instagram, Facebook et plein d'autres techniques, eh bien, tout est faisable. Tout est faisable. Il faut juste se lancer, prendre son courage à deux mains et se dire « Ok, je vais le faire ». N'hésitez pas à m'envoyer des messages en DM sur Instagram. C'est IAM Grégory Paris, IAM Grégory avec un Y, Paris comme la ville, ou tout simplement par mail, labeka.gregory@gmail.com. Partagez ce podcast, notez-le aussi, ça me ferait super plaisir, et je vous dis à très vite pour un prochain numéro de